Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Éco-Débat. Plus de 400 décideurs chinois et africains de haut niveau se sont réunis pour 2 jours de rencontres d'affaires, mais aussi de conférences à Marrakech à l'occasion de la 2e édition du China Africa Investment Forum, traduisez le forum d'investissement Chine-Afrique. La pression est très forte sur les économies africaines afin de faire de leur partenariat avec la Chine un partenariat gagnant-gagnant. Le continent est en pleine transition et lutte pour sortir de ce statut de fournisseur de matières premières, de ce statut d'assisté au statut de plateforme business et de développement, mais aussi et surtout de création de richesses et d'emplois pour les jeunes. Le FMI prédit une croissance pour l'Afrique subsaharienne de l'ordre de 2,6% en 2017, une croissance qui est amenée à s'élever à 3,5% en 2018. Les échanges commerciaux de la Chine avec l'Afrique ont atteint 190 milliards de dollars en 2016. Ce sont aujourd'hui ces échanges qui sont plus importants que ceux de l'Inde, de la France et des États-Unis réunis. 10 000 entreprises chinoises qui sont actives aujourd'hui sur le continent. Les revenus générés en Afrique par ces entreprises pourraient progresser de 144% d'ici à 2025. Et côté financement, eh bien, la Chine a augmenté en moyenne de 35% ses prêts pour les États africains. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce projet chinois qui a été lancé en 2013, celui de faire revivre cette légendaire historique route de la soie, un projet qu'on a rebaptisé une ceinture, une route, One Belt, One Road. Il s'agit de relier par voie terrestre la Chine ou par voie maritime, nous allons en parler aujourd'hui justement, la Chine à l'Europe en passant par le Moyen-Orient et l'Afrique. Comment l'Afrique se retrouve-t-elle au cœur de ce projet? Quel tracé africain pour cette nouvelle route de la soie chinoise et aussi quels intérêts surtout pour les pays africains? Pour nous en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aboubakar Omar Hadi. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président Ports and Free Zone Authority du Djibouti. Bienvenue. Merci. Également sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir mon confrère et également, on va dire, quelqu'un qui connaît bien les questions africaines. Ziad Limam, bonjour. Bonjour. Vous êtes président directeur général, rédacteur en chef d'Afrique Magazine. Bienvenue à vous aussi sur le plateau de Média TV. Merci. Alors tout d'abord, Djibouti est un pays stratégiquement emplacé. Il est situé sur le détroit de Bab el-Mandeb, un des corridors maritimes les plus fréquentés au monde et qui contrôle l'accès justement à cette mer Rouge. La Chine vient d'inaugurer sa première base militaire dans le pays. Aboubakar Omar Hadi, que signifie cela pour Djibouti d'abord et pour Pékin également? Merci. Bon, pour la base, nous avons plusieurs bases étrangères à Djibouti. Et ces bases sont essentiellement été installées pour contrer les attaques de la piraterie dans le golfe d'Aden et dans l'océan Indien. Donc aujourd'hui, nous avons les Japonais, nous avons les Chinois, nous avons les Américains, les Italiens, les Français bien sûr, qui sont là depuis un siècle et demi. Donc l'objectif principal, c'est de protéger cette détroit, cette route maritime qui mène vers le canal de Suez. Et sur 30 000 bateaux qui transitent par le détroit de Bab el-Mandeb aujourd'hui, vous avez 5 000 bateaux sont patte-pavillon chinois, à peu près 5 000 patte-pavillon japonais, et le 2 tiers restants transportent en majorité de l'exportation de l'importation chinoise. Donc d'où l'intérêt pour la Chine, les derniers venus sur Djibouti pour installer leur base militaire. J'aimerais qu'on parle un peu justement de ce projet très important pour le pays, mais aussi pour toute la Corne d'Afrique, celui dont vous êtes le président directeur, celui de ce port. Quelle est aujourd'hui la capacité de ce port? Nous avions jusqu'à 2006 un seul port à Djibouti. Depuis, nous avons ajouté 4 autres ports. Donc, ce n'est pas un seul port, c'est plusieurs ports. Et puis, on a des projets de développer encore 4 dans les 30 mois ou 36 mois qui viennent, dans les 3 ans qui viennent.
Donc on a une capacité totale pour le pétrole qui est de 5 millions de tonnes. Pour les conteneurs, 1,6 million de EVP, équivalent 20 pieds. Et puis pour les marchandises diverses, le port qui a été inauguré au mois de mai cette année a une capacité de 17 millions de tonnes. Mais également, nous avons construit des ports, un à Tadjoura dans le nord du pays et puis un autre à Goubet au centre, qui auront chacun une capacité de 6 millions de tonnes chacun, mais dans leur première phase. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui ces infrastructures sont financées ou en tout cas la Chine investit dans cette infrastructure? Pas toutes les infrastructures, parce que bon, pour le port de Tadjoura, c'est sur fonds arabes, on a emprunté des fonds arabes de développement, les fonds cohésiens et l'OPEP. Mais pour le port de Goubet, d'où le sel sera exporté, c'est un produit djiboutien, il a été financé sur un financement chinois. Et les ports à conteneurs DCT, c'était 5 banques différentes et il n'y avait pas de financement chinois sur les ports à conteneurs. Et la même chose pour les ports pétroliers. Mais le dernier port qui a été inauguré au mois de mai cette année, oui, c'est un financement de 580 millions qu'on a emprunté de l'Exim Bank de Chine. Syed Limam, comment interprétez-vous justement que la Chine investisse aujourd'hui sur une base étrangère, la première du genre d'ailleurs, une base militaire? Après nous passerons au volet commercial. Comment interprétez-vous cet investissement chinois au Djibouti aujourd'hui? Bon, je pense que ça rentre dans un processus d'affirmation de la puissance chinoise, processus complexe parce qu'en fait, depuis la naissance de la République populaire de Chine, c'était toujours une posture très défensive, construction d'un appareil militaire défensif. Là, on a des éléments maintenant de projection de la puissance. Djibouti étant un point particulier, mais comme vous l'avez très bien expliqué, c'est aussi une manière de garantir leurs propres intérêts commerciaux. La deuxième chose, c'est qu'il y a la même projection de puissance dans leur région, c'est-à-dire sur toute l'Asie du Sud-Est, ils défendent pied à pied, j'allais dire mètre carré par mètre carré, ce qu'ils considèrent leur appartenir. Et donc c'est quand même une évolution importante dans l'équilibre géostratégique, parce qu'on n'avait pas l'habitude d'une Chine qui s'impose progressivement. Mais je pense que c'est aussi un débat chinois, c'est-à-dire comment projeter la puissance. Comment être une puissance militaire? Est-ce qu'on se met au niveau de parité où on vise la parité avec les États-Unis? Enfin, tout ça, c'est des questions. Justement, en parlant de la parité avec les États-Unis, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, avec la nouvelle politique de l'administration Trump, la Chine est en train de grignoter du terrain, si on peut utiliser cette expression, hein, pour parler et de cette présence économique, certes, mais aussi géostratégique, telle que vous venez de l'expliquer. Les futurologues pessimistes pensent que le grand affrontement du siècle, ce sera l'affrontement entre le monde chinois et l'Amérique et ses satellites. Bon, après, l'histoire ne s'écrit pas forcément toujours de la même manière et il peut y avoir des choses qui changent. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une situation totalement inversée où l'Amérique se replie sur elle-même et et propose un discours nationaliste de frontières, de contrôle, etc. Et on a le président chinois qui, lui, est le président d'une puissance communiste, quand même, nominale. En tous les cas, il y a un parti communiste qui est le parti unique du pays, qui lui défend un modèle globalisant. C'est-à-dire c'est un peu le monde inversé, c'est le renversement des cartes. Mais il faut bien comprendre que pour la Chine, c'est absolument essentiel, c'est vital que sa force commerciale trouve de nouvelles... faut que la machine tourne, c'est-à-dire qu'on a quand même un pays de plus de 1,3 milliard d'habitants. On a une poussée massive de classe moyenne, on a des problèmes écologiques très importants et il faut que la croissance chinoise soit tout le temps au-delà de 8, 9, 10% pour que ça tourne et pour aussi maintenir un espèce d'équilibre social, politique, qu'il n'y ait pas trop de contestation intérieure. Donc tout ça est lié dans une extraordinaire aventure parce que si... Vos auditeurs les moins jeunes se rappellent de la Chine d'il y a 40 ans, c'était quand même pas... C'était pauvre. Et donc ils ont fait un chemin en 40 ans, depuis Deng Xiaoping, ils ont fait un chemin absolument extraordinaire de développement économique. Et c'est aussi, on en parlera sûrement tout à l'heure, une des attractions de la Chine. C'est-à-dire que les autres pays en voie de développement regardent le modèle en disant mais peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre par leur biais plutôt que ce que nous disent les Américains et Européens depuis les indépendances. Alors justement, en parlant de ce changement de paradigme, il y a cette nouvelle route de la soie. Donc,
Ça a été lancé en 2013, mais on n'en entend pas parler vraiment. C'est aujourd'hui, en l'occurrence, vu que l'Afrique se retrouve soudain au cœur de cette route de la soie. D'abord, pourquoi l'Afrique? Pourquoi on choisit que cette route de la soie ait un passage, un tracé passant par l'Afrique? Monsieur Hadi. Oui, d'abord, ces choix, ce n'est pas un choix qui est fait aujourd'hui. Cette route de la soie existait. Donc, ils veulent réinvestir dans le monde où ils avaient, par le passé, il y a 5 siècles, des échanges commerciaux. Avant que l'Europe ne colonise le reste du monde, il y avait un échange qui avait été établi entre l'Afrique de l'Est, les pays de la mer Rouge et la Chine. C'est déjà le cas aujourd'hui. Donc, oui. Effectivement, cette route de la soie, qu'est-ce qu'elle change finalement? Ce qu'elle change, c'est qu'ils veulent investir dans l'infrastructure pour moderniser et revitaliser ces échanges qui existaient par le passé et qui doivent normalement passer par des investissements dans les infrastructures. Donc c'est la route qui passe par l'Afrique et la mer Rouge, et la ceinture passe par l'Asie, les ex-républiques soviétiques jusqu'en Turquie, et ça arrive même jusqu'en France, dans le sud de la France, à Marseille. Donc c'est des échanges qui existaient déjà. Qui existaient déjà. Oui. Voilà. Donc Ziad Limam, que pensez-vous que ces infrastructures, nous parlons de milliards, de plusieurs milliards de dollars qui seront investis. Il y a effectivement aujourd'hui un problème d'infrastructures, notamment routières en Afrique. Est-ce que finalement ce n'est pas le point positif? Parce que nous remarquons que côté portuaire, eh bien, il y a désormais des installations telles que les ports à Djibouti ou encore le port Tangemet, nous allons y revenir. Mais justement, cet aspect de fluidifier les échanges, mais via les routes. Non, c'est très intéressant. Enfin, comme souvent en Chine, on ne fait pas les choses à moitié. Donc, quand ils ont un projet, il est à la taille de leur puissance et de leur population et de leur vision, de leur rôle dans le monde. Et si on fait un tout petit peu de psychologie historique, comme vous le disiez si bien, c'est quelque chose d'ancien. Ça date de leur grande puissance dans le passé. Et donc, ils veulent faire revivre un modèle qui avait assuré leur puissance dans le passé aujourd'hui. Et ils le font avec une certaine intelligence tactique et stratégique, avec des partenaires africains en particulier, mais toutes les républiques de l'Europe centrale, de l'Asie centrale, parce qu'ils savent qu'on va être sur un espèce de modèle gagnant-gagnant de l'infrastructure contre du commerce et de l'échange. Mais si Est-ce que ce n'est pas de l'infrastructure contre des matières premières? Alors oui, ça c'est the big question à venir. Mais juste un point, juste rapidement, si vous regardez ça, c'est pas les routes de la soie, ça n'enchante pas tout le monde. Les Européens, par exemple, l'Union européenne, regardent ça avec une certaine distance parce qu'on est en compétition économique. Donc tout ça mettra du temps à se faire. Après, la clé pour les pays africains qui veulent rentrer dans ce mécanisme, c'est de ne pas être des pays dépendants. Et c'est le débat africain depuis qu'on a une émergence réelle des économies et une transformation depuis 15 ans. C'est comment être des partenaires et non pas juste des États clients ou des entreprises clientes d'une superpuissance et de ne pas remplacer un modèle post-colonial, sans faire trop de caricatures, par un nouveau modèle post-colonial. Et ça dépend de l'autonomie de ces pays à produire de la richesse, à produire des matières transformées, à ne pas être juste un point de transport et de transit, mais à pouvoir eux-mêmes mettre des choses dans les bateaux ou les trains qui circuleraient vers ailleurs. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui du Djibouti? Oui, c'est le cas pour Djibouti et ces infrastructures, et ce n'est pas seulement pour la Chine d'importer des matières premières, mais aussi d'exporter leurs produits. Parce qu'aujourd'hui, 90% des exportations africaines sont des matières premières. Matières premières à l'export. À l'export. Oui. Mais nous avons assisté, les Africains eux-mêmes, dans les continents, il y a un immense manque de déficit d'infrastructures. Ça aussi permettra de promouvoir les échanges entre Africains. Très bien. Donc d'où, effectivement, cette route de la soie pourrait aussi booster ces échanges africains qui sont aujourd'hui bloqués par cette barrière de manque d'infrastructures et de routes, tout simplement, pour transporter peut-être du cacao de Côte d'Ivoire vers peut-être le Djibouti ou un autre pays. Alors justement, ce point est très intéressant. Vous avez parlé de dépendance, Ziad Limam. Je parle de dépendance maintenant financière. Nous parlons de ces projets d'infrastructures qui coûtent des milliards de dollars. Comment les pays africains payent leurs dettes, finalement? D'abord, les Chinois sont prêts à financer. Donc, mais ce financement doit être réglé. Je veux dire, rien n'est fait gratuitement. Oui, rien n'est fait gratuitement, mais comme ils ont beaucoup de cash, ils sont moins compliqués, plus rapides.
Les processus de décision sont en quelques mois, quelque chose peut sortir de terre, alors que quand vous fonctionnez avec les multilatéraux traditionnels, où la coopération, c'est des mois et des mois d'études, de discussions, de trucs, de machin, etc. Donc ça c'est un argument efficace. Mais encore une fois, ce qui a changé aussi, c'est que l'Afrique de 2017, c'est pas l'Afrique de 1980. Et donc il y a eu quand même l'émergence d'une expertise en termes de négociation des contrats, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a une émergence d'une technocratie qui a pris l'habitude de discuter avec le reste du monde, et donc je pense quand même qu'on est moins désarmé. Mais cette question de l'indépendance des économies africaines par rapport à un partenaire comme la Chine reste posée. Et on n'est pas assez fort, on a trop besoin de choses aujourd'hui pour être totalement à pied d'égalité avec ce qui est quand même la première économie du monde ou la deuxième selon les calculs. Et puis ne jamais oublier que nous, on a des intérêts qui sont la construction d'infrastructures, le développement de l'éducation, tous les services sociaux, mais eux ont leurs intérêts de première puissance commerciale au monde, et ils ne font pas ça que pour la beauté du geste, ils font ça aussi pour défendre leur business. En particulier, comme disait notre ami, parce que c'est une puissance exportatrice, elle a besoin de tuyaux pour que ses exportations trouvent le chemin du monde. Alors, quelles sont les nouvelles mesures justement mises en œuvre pour encadrer ces investissements chinois en Afrique? D'abord, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que ces investissements sont des investissements à bon marché. Les taux d'intérêt sont très bas et les périodes de remboursement sont assez longues, jusqu'à 30-35 ans, parce que c'est quand même des infrastructures et on ne peut pas rentabiliser rapidement ces genres d'emprunts. Donc, pour nous, ce qu'on voit, c'est des taux concessionnels, c'est gagnant-gagnant, c'est des offres qu'on ne peut pas trouver ailleurs. On nous parle même et on nous propose des emprunts à taux zéro et des emprunts à taux négatif. C'est quelque chose qui n'était pas possible avant. Surtout pour les pays africains, absolument. Parce que pour d'autres pays, c'était facile pour emprunter, et notamment à des taux dérisoires. Oui. Et puis, le remboursement sera fait pas par le budget de l'État, mais par les usagers, par la marchandise, par les passagers qui vont utiliser ces modes de transport et ces infrastructures. Quand on parle aujourd'hui de l'inclusion du Maroc dans le projet Ziad Limam, dans ce projet de cette nouvelle route de la soie, ou une ceinture, une route, quel pourrait être le rôle du Maroc dans cette route, selon vous? Ce qui est intéressant dans le rôle du Maroc, c'est que naturellement, la route de la soie, elle a une percée européenne, continentale, Europe, Méditerranée par la route, et elle a une percée Afrique de l'Est par la mer. Donc ça c'est la projection naturelle. Et du coup, le flanc ouest de l'Afrique se trouve un petit peu comme déconnecté du grand projet parce qu'il n'est pas dans les chemins traditionnels de ces routes de la soie. Donc la stratégie consiste à dire, vous avez besoin d'un flanc ouest, et puis nous, le Maroc, nous avons déjà ouvert des routes vers l'Afrique de l'Ouest, vers l'Afrique centrale, qui sont ce qu'elles sont, le commerce, les banques, les lignes aériennes, et donc, et nous avons une plateforme Tangemed ouverte sur la Méditerranée, donc on représente quelque chose pour vous. Donc voilà, ça se tient. Je veux dire, le projet peut se tenir. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une coopération entre Tangemed, l'autorité de Tangemed, donc Tangemed Authority, et celle du Djibouti? Oui, absolument. Nous nous connaissons, nous nous consultons. Et puis on essaye de bénéficier de l'expérience des uns et des autres. Et surtout que la position géographique des Tangemed n'est pas en concurrence avec Djibouti, qui est à l'autre côté du continent. Et tous les deux ports sont situés sur deux détroits très importants de Gibraltar et le Bab el-Mandeb. Oui. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une liaison entre Tangemed et le port de Djibouti? Absolument, oui. Donc, effectivement, il y a des navires qui touchent le port de Djibouti, touchent aussi le port de Tangemed. Oui. Pour le transbordement, pour l'import et pour l'export. Alors, donc, on voit qu'on investit beaucoup dans les infrastructures, et il y a aussi cet aspect d'industrialisation de l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, les Chinois sont prêts à accompagner des pays africains à s'industrialiser, et au lieu d'exporter des matières premières, eh bien, d'exporter des biens finis? Parce qu'on remarque qu'effectivement, le pays, en tout cas l'empire du milieu, ou l'empire chinois, investit dans des pays qui ne sont pas finalement aussi riches que d'autres en termes de matières premières. Ziad Limam.
En fait, encore une fois, les Chinois, c'est un drôle de mélange, parce que c'est le capitalisme, communisme capitaliste. Donc, quand ils investissent dans de l'industrie, c'est en grande partie pour délocaliser des coûts qui commencent à être élevés chez eux. Donc, le coût du salarié chinois, en 20 ans, il a dû être multiplié par je ne sais combien. Et donc, c'est beaucoup plus facile de fabriquer des chaussures en Éthiopie ou en Tanzanie au coût horaire africain que de les fabriquer en Chine au coût horaire chinois. Donc ils fonctionnent là vraiment comme des investisseurs capitalistes. Deuxièmement, encore une fois, les Chinois, ils agissent en fonction de leurs intérêts. Est-ce que leur intérêt, c'est d'avoir des industries africaines qu'ils financeraient, etc. J'en sais rien. Mais notre intérêt à nous, c'est de trouver des moyens de développer des industries concurrentielles, ce qui pose une vraie question, à l'échelle du monde, parce que... Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui, parce que, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce qu'on est prêt aujourd'hui de produire des industries concurrentielles, sachant que nous sommes encore, enfin, l'industrie aujourd'hui en Afrique est encore assez balbutiement. Oui, mais vous, par exemple, au Maroc, vous avez pu prouver que sur certains secteurs très spécifiques, je pense à l'aéronautique, je pense à l'automobile, etc., avec un positionnement justement de dire on est une plaque d'entrée vers les marchés, vous avez réussi à monter des projets industriels. On pourrait parler de la Tunisie, on pourrait parler de certains pays d'Afrique de l'Ouest dans les transformations, par exemple. Je pense aux matières premières, puisqu'on a beaucoup parlé, le cacao, le café. Il n'y a aucune raison qu'on ne trouve pas les moyens de transformer la plus grande partie de ces productions. Et de toute façon, c'est un enjeu, j'allais dire, existentiel pour l'Afrique, parce que la démographie va devenir telle que si on ne trouve pas des emplois du secteur industriel pour des centaines de millions de jeunes, je pèse mes mots, des centaines de millions de jeunes, on ne va pas tous les mettre dans le service, on ne va pas tous les mettre dans l'hôtellerie, on ne va pas tous les mettre dans la banque et la finance, on ne va pas tous les mettre dans la téléphonie. Donc il y a forcément, pour des raisons vraiment de survival, de créer de l'entreprise à consommation de main-d'œuvre. Et peut-être que la première étape, c'est d'être les ateliers du monde de demain, puisque les Chinois ne pourront plus l'être, parce que les Européens ne le sont plus du tout, que les Américains, même s'ils ont des rêves de reconstruire de l'industrie, les questions salariales vont se poser. Donc on a peut-être une fenêtre d'ouverture en étant l'atelier du monde sur un certain nombre de produits, comme la Chine l'a été à partir de 1980 et des réformes d'Deng Xiaoping. Ils ont été l'atelier du monde. Et maintenant, ils passent à une étape supérieure et que nous, on peut peut-être s'insérer dans cette répartition de la chaîne de valeur en créant des produits à des coûts compétitifs que d'autres ne peuvent plus créer. Maladi, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un pays comme le Djibouti, par exemple, est prêt et a les atouts, les outils surtout nécessaires pour faire partie de cette chaîne des valeurs évoquée par mon confrère Ziad Limam? Oui, absolument. Et nous nous sommes préparés depuis longtemps dans la formation des jeunes. Et ce que je voudrais mentionner, c'est que la Chine va délocaliser 5 millions d'emplois dans les 10 ans à venir. Et ces 5 millions d'emplois vont essentiellement aller en Afrique et en Europe de l'Est. Donc tout le monde s'y prépare. Donc le concurrent aujourd'hui de l'Afrique, c'est l'Europe de l'Est. C'est l'Europe de l'Est. Ils ont la formation. Au-delà de la Chine, mais aussi ils ont pour la des formation. entreprises européennes. Mais c'est toujours c'est motivé et guidé par des salaires basses. L'ouvrier chinois non qualifié aujourd'hui, le salaire minimum est de $600. Alors qu'à Djibouti, elle est à 200. Amené à s'élever à quelques 1000 ou 1500 dollars dans les années à venir. Absolument, absolument. Donc tous ceux qui ne peuvent pas produire et être concurrentiels en Chine, ils vont les délocaliser dans d'autres pays. Et c'est pour ça que la question des infrastructures est essentielle, parce que si vous produisez localement des produits de qualité, il faut les sortir. Il faut les sortir de nos territoires. Il faut que la liaison entre Djibouti et Paris, ou la liaison entre Abidjan et Londres, soit qu'il y ait les moyens, bateaux, trains, routes, pour faire sortir des produits. Alors juste pour terminer, justement, aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une perspective de partenariat gagnant-gagnant? Juste pour clôturer cette belle discussion, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans cette perspective? Ziad Limam, et puis je ferai réagir aux maladies également. Je pense que ça sera gagnant-gagnant si les États africains, les entreprises défendent mieux leurs intérêts. Quand vous parlez d'entreprise, pour juste expliquer, vous parlez du secteur privé. Donc là, nous ne parlons pas sur un... Je parle des États qui garantissent d'une manière ou d'une autre les financements, parce que c'est à un moment ou à un autre, il y a l'ultime payeur, ou l'ultime garant. Donc que les États défendent mieux leurs intérêts à long terme, que les entreprises défendent mieux leurs intérêts à long terme, et qu'on n'oublie jamais que c'est une relation entre égaux-inégaux, et que les Chinois ont leurs agendas et qu'il faut trouver le moyen, l'habileté, l'intelligence de s'insérer dans l'agenda tout en préservant ses intérêts. Oui, je suis du même avis.
Et il faudrait que les entreprises africaines se préparent pour ces emplois, pour ces investissements. Et surtout, ce que la Chine va essayer de faire maintenant, au lieu d'écouler des produits, des marchandises, elle va vendre des machines-outils, elle va vendre des usines sur l'Afrique. Donc il y a des options, ou bien ce seront des entreprises chinoises qui seront propriétaires de ces usines, ou bien ce sera des Africains. Alors, je voudrais juste terminer par l'éducation et justement, c'est un secteur qui n'est pas vraiment considéré comme bancable. Est-ce que vous ne pensez pas que ces partenariats, finalement, ne suscitent pas beaucoup d'intérêt d'investissement? Alors, pas bancable, je pense que la technologie est en train de faire en sorte... En tout cas, pas considéré comme bancable. Voilà. Ouais, enfin, la technologie est en train de faire en sorte que ça devient bankable. Et encore une fois, le capitalisme fonctionne de manière opportuniste. Et il se dit, bon, il y a ce continent dans lequel il va y avoir 1,5 milliard d'habitants, puis 2, puis 4 dans 70 ans. Il y a forcément un besoin, j'allais dire... commercial, de trouver des mécanismes pour accentuer le secteur d'éducation. Et pour l'Afrique, c'est un point, encore une fois, essentiel et capital d'investir d'une manière peut-être différente, moderne, grâce à la technologie, pour accentuer le secteur de l'éducation, parce que sans travailleurs éduqués, il n'y a pas d'industrie et il n'y a pas de développement, etc. Et on le voit très bien, on a aujourd'hui en Afrique des manques absolus en ressources humaines. On n'a pas de manque de population, mais on a un manque de ressources humaines. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de gens qualifiés pour des postes déjà existants. Et donc, il faut pouvoir avoir les cerveaux qui aident le continent à décoller. Messieurs, merci beaucoup en tout cas pour ces éclairages. Ziad Limam, Aboubakr Omar Hadi, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Médien TV, toujours en marge de ce forum Chine-Afrique Investment. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était la première partie d'Éco-Débat. Je vous retrouve juste après la pause pub pour une nouvelle thématique. À tout de suite.